Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Late et Smart. Merci d'être avec nous, comme chaque soir, durant une heure. Mais avec mes deux invités, nous allons tenter de mieux comprendre les actualités, les problématiques économiques du moment. De quoi allons-nous parler? On célèbre, je ne sais pas si c'est le bon terme, enfin en tout cas on honore la mémoire des victimes du tsunami au Japon. C'était il y a 10 ans, jour pour jour. On a déjà parlé hier dans l'émission. Ça pose beaucoup de questions. Ça pose la question de l'avenir du nucléaire, quand les opinions ne sont pas raccord sur ce sujet, notamment sur la contribution positive, négative de ce type d'énergie au climat. Hier, John Kerry, l'émissaire du président des États-Unis pour le climat, était à Paris. Ils ont montré effectivement une convergence de vues sur ces questions. D'où voilà, le thème, la question que je poserai à mes deux invités tout à l'heure. Est-ce qu'en matière de climat, en matière de nucléaire, on serait capable d'aboutir à un consensus chez nous, en France, en Europe, ailleurs, dans le monde? Voilà, vaste sujet, on essaiera, assez politique, on verra la façon de le traiter. Puis, deuxième sujet, dans la deuxième moitié de l'émission, on s'intéressera aux emplois de demain. En lisant ce matin dans la presse un rapport du comité Colbert qui regroupe les industriels du luxe, qui évoquait les créations d'emplois dans ce secteur. Quelques milliers d'emplois sur 5 ans, c'est chouette, mais c'est évidemment pas suffisant. Or, le luxe et l'excellence à la française, c'est l'industrie la plus, ou plutôt la seule industrie où on est leader mondial, c'est le luxe. Bref, où sont les emplois de demain, où sont les métiers de demain et où sont les emplois de demain, y compris en termes de volume? Je poserai la question à mes deux invités qui sont forcément des spécialistes sur ce sujet, notamment le deuxième. Virginie Calmel, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes chef d'entreprise, entrepreneuse. À l'instant, j'évoquais, pourquoi je disais spécialiste du sujet, vous avez créé une école, une formation qui s'appelle Futurail, spécialisée dans les métiers de demain. Voilà, d'où notamment le sujet ce soir. François Candelon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant au BCG, directeur associé, et vous êtes le directeur de Henderson Institute, qui est le think tank au sein du BCG. Donc vous avez aussi la vision à long terme des problèmes et des problématiques. Et j'espère international pour effectivement sur ces deux sujets nous sortir de notre côté franco-français parfois. Voilà les deux thèmes. Tout de suite la question apéritif. Avant de parler de ça, on va parler politique monétaire européenne. On parle politique monétaire européenne, disais-je, plutôt rôle de la Banque Centrale Européenne. Les économistes, les observateurs, les marchés financiers, bien sûr, tout le monde était les yeux rivés vers Francfort aujourd'hui, comme tous les mois. Il y a une réunion de la Banque Centrale Européenne avec les annonces en matière de taux d'intérêt. Le sujet taux d'intérêt est devenu très important aujourd'hui, vous le savez, compte tenu des niveaux de dette. La Banque Centrale Européenne, elle a décidé de laisser ce taux d'intérêt inchangé, pas de baisse des taux, ni d'augmentation des enveloppes de ces programmes d'achat d'actifs financiers, mais, je cite, un coup d'accélérateur. La BCE va accélérer le rythme de ses achats d'actifs, nous dit le quotidien des Échos. Quelle réaction sur les marchés financiers? Les taux d'intérêt à 10 ans s'étaient, non pas envolés, mais avaient commencé à regrimper significativement depuis quelques semaines. Regardez, voilà ces deux commentaires, ces deux extraits de courbes. Là, taux 10 ans allemand, nous dit un opérateur de marché, regarde, choup, forte chute. Alors, forte chute sur quelques heures, hein, donc c'est pas non plus des mouvements de long terme. Et puis, un autre commentateur, un autre gérant, quand je vois l'ampleur de la baisse des taux à 10 ans italiens, encore une fois suite à l'annonce de l'accélération de ces rachats par la BCE, j'en viens à me demander si Draghi a vraiment quitté la BCE. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez commenter la décision de la BCE, mais sur le principe je le disais, hein, les yeux rivés sur la BCE, on a l'impression que la BCE gouverne le monde et la Fed aux États-Unis, enfin les deux, hein, main dans la main, sur le rôle de ces banques centrales devenues, on a l'impression, omniprésentes, et en tout cas plus que jamais. Ça vous inspire quoi, Virginie, de dire que non, il y a quelques gouverneurs comme ça autour d'une table à Francfort, aucun n'a été élu, qui décident quand même de beaucoup de choses et dont beaucoup de gens disent que ce sont les gens les plus importants aujourd'hui dans le monde. Il faut surtout se rendre compte du monceau de dette qui est aujourd'hui
sur la table. Et donc, c'est pour ça que la BCE devient aussi importante. C'est qu'on sait tous que si les taux d'intérêt augmentaient brutalement, alors là, pour le coup, on serait dans une situation catastrophique, n'étant pas capable de faire face à cette augmentation des taux. Donc, c'est pas par gaieté de cœur, je pense que tout le monde guette la BCE, c'est parce qu'il n'y a pas tellement d'autres choix que de comprendre ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir plus d'inflation? Est-ce qu'il va y avoir une hausse des taux de long terme? Et ce qui me semble très important dans ce qui a été décidé, mais surtout, c'est que l'Europe pêche aujourd'hui par un problème d'exécution. On voit bien à plein de niveaux. Le déclaratif est très intéressant, les grands chiffres, les Français entendent des milliards qui pleuvent. Le problème, c'est où ils pleuvent, quand ils pleuvent, et est-ce que vraiment on a vous voyez, la concrétisation en fait de ces grands plans de relance dont on parle. Donc là, je crois qu'il était plus que temps, et je crois que Christine Lagarde a bien fait d'insister là-dessus, il est plus que temps de montrer qu'il va y avoir une exécution et donc une capacité à dépenser cet argent. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis et les 1900 milliards de Joe Biden, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il flèche sur de l'investissement. Et d'abord, le premier des investissements, c'est les vaccins. C'est de rappeler que investir... Des grosses enveloppes sur les vaccins et la santé. Oui. Mais ça, c'est investir dans l'économie parce qu'on résout un problème tout de suite. Malheureusement, l'Europe a fait exactement le contraire, en pinaillant sur les prix des doses et en décalant du coup la vaccination, voire en appauvrissant la capacité de l'Europe à se faire vacciner vite. Et on voit bien qu'on est à la remorque du monde, et en plus, la France est à la remorque de l'Europe. Et ça, c'est dramatique parce que ça va gréver notre reprise économique. Alors que flécher de l'argent sur de l'investissement qui lui permet le redémarrage de l'économie, ça c'est intéressant. On a aux États-Unis aussi une forte enveloppe dédiée à la formation, parce que c'est ça aussi qui va être capital pour le redémarrage et sur l'investissement en général. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, tout le monde attendait non seulement des annonces, mais derrière un plan d'exécution, parce qu'il n'est pas tout de parler de milliards, il faut voir où ils sont fléchés, comment ils sont dépensés et à quelle rapidité ils sont investis, parce que c'est ça qui va nous permettre de sortir du marasme. Alors l'exécution pour la Banque centrale, c'est des rachats d'actifs qui permettent de maintenir les taux d'intérêt à bas coût, qui permet aux États de s'endetter et donc d'alimenter des plans de relance. Sur le rôle de la BCE et puis de la Fed aux États-Unis d'ailleurs, c'est un peu du même rôle, effectivement absolument considérable aujourd'hui compte tenu des enjeux de dette qu'on évoquait. Oui, mais je rejoins tout à fait ce que disait Virginie sur le fait qu'aujourd'hui, elle tient la baraque. Christine Lagarde tient la baraque. On voit bien que l'Europe est à la traîne, non seulement dans l'exécution du plan de relance, mais aussi donc dans le redémarrage de son économie. Donc il faut absolument éviter une remontée des taux, et d'un point de vue technique un petit peu importé des États-Unis. Donc il était normal qu'elle prenne cette décision. Et après, il y a des risques d'inflation, mais qui vont être, je pense, potentiellement jugulés au cours du temps. N'oublions pas cependant que la BCE, quand elle rachète de la dette, ou des actifs, elle crée de la monnaie, et que c'est fondateur d'inégalités. Donc je pense qu'il va y avoir cette question des inégalités. D'inégalités parce que l'inflation des actifs, et d'abord les actifs financiers et immobiliers, les actifs financiers, les actions, l'immobilier, etc. Évidemment, ça ne concerne pas les plus précaires d'entre nous. On a vu que le CAC était remonté à 6 000 points hier, ou des choses comme ça. Donc, ce matin, aujourd'hui. Aujourd'hui, les 6 000, avec la Covid, on sait aujourd'hui, les 6 000 points, c'était effectivement, depuis l'ouverture, à l'ouverture ce matin, les marchés financiers globalement qui sont plus hauts, le Dow Jones est au plus haut, pas le Nasdaq parce qu'il est un petit peu touché, corrigé, mais effectivement tout ça sous l'influence, donc ce que vous nous rappeliez, des injection massive de liquidités des banques centrales, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Voilà, donc alors décision, pas décision en fait, c'est-à-dire les taux pas changé, les enveloppes ont changé, mais on accélère un peu. C'est la thématique du moment, y compris sur la vaccination. Ne pas décider, c'est décider. Si on a 2 minutes, on parlera de vaccination à la fin de l'émission. Allez, tout de suite, notre premier débat. On va s'intéresser au consensus politique. Est-il possible en matière de climat ou en matière de nucléaire ? Je le disais dans le sommaire, aujourd'hui c'est les 10 ans du tsunami sur la côte nord-est du Japon, un tsunami qui a été en soi
un drame majeur avec plus de 18 000 morts qui, on le sait aussi, a entraîné un accident très important sur les centrales nucléaires de Fukushima. La presse, évidemment, s'en fait l'écho. On en parlait dans l'émission déjà hier assez largement. Figaro, 10 ans après, l'impossible résurrection de Fukushima, le journal qui insiste sur le fait que les habitants ne reviennent pas, malgré les incitations du gouvernement via des spots télévisés. Fukushima, angle économique, logiquement, le quotidien Les Échos, le complexe chantier du démantèlement de la centrale devrait coûter 62 milliards de dollars. Et on voit que tout le monde n'est pas d'accord, évidemment. Une consoeur du Point qui, ce matin sur Twitter, mettait en parallèle la une de l'Opinion, 10 ans après Fukushima, le bel avenir nucléaire, insistant qu'il y a une cinquantaine de centrales en chantier dans le monde aujourd'hui, que ça a plutôt tendance à reprendre. Mettait en parallèle la une de Libération, 10 ans après Fukushima, depuis la catastrophe, l'industrie nucléaire ne cesse de reculer partout dans le monde, écrit le quotidien Libération. Donc là, manifestement, ils ne sont pas complètement d'accord. Je passe du nucléaire au climat. Hier, l'émissaire John Kerry, l'émissaire du président américain Joe Biden, était à Paris. Il a rendu visite à Emmanuel Macron, il a rendu visite à Jean-Yves Le Drian, il a rendu visite à Bruno Le Maire, avec des échanges d'amabilité sur Twitter comme à chaque fois. Ce qui est intéressant, c'est que Bruno Le Maire, après avoir reçu John Kerry, il a dit sur la lutte contre le réchauffement climatique, les États-Unis et la France partagent la même vision, la finance est le nerf de la guerre. C'était notre débat hier, notamment quand je pense qu'il parle de la taxe carbone et des marchés sur les droits à polluer. John Kerry qui répond, voilà, un meeting, un rendez-vous important avec Bruno Le Maire, blabla. Nos deux pays sont d'accord pour la transition vers le renouvelable, les économies peu carbonées et le besoin de s'aligner sur les objectifs des accords de Paris. John Kerry qui est pro-nucléaire, je reboucle ma boucle avec, depuis peu de temps, puisqu'il avait déclaré il y a quelques semaines ou quelques mois, en tout cas postérieurement à sa nomination, dans les années 70, j'étais contre le nucléaire, mais vu le challenge qu'on a et vu les progrès nucléaires de la 4e génération, il n'y a pas d'alternative, il faut y aller. Et je terminerai, c'était le titre de l'éditorial des Échos aujourd'hui, nucléaire, reprenons le dialogue. On voit qu'il y a quand même encore deux camps, à la fois sur le nucléaire et puis sur les questions climatiques encore. Il y a eu un vote au Parlement européen hier aussi sur le climat. François, est-ce que partout, vous avez une vision un petit peu plus internationale peut-être que nous, compte tenu de votre fonction, est-ce que partout il y a cet affrontement à la fois sur la façon de réaliser les objectifs en matière climatique et plus spécifiquement sur l'importance ou pas, l'avenir ou pas de l'industrie nucléaire dans le monde? Alors moi, ce qui me frappe et ce que l'on voit à peu près partout, c'est justement le fait qu'au lieu de débattre de faits, en fait, les gens vont avoir des opinions. Donc vous avez, comme vous avez maintenant en France et ailleurs, tout le monde est devenu épidémiologiste, tout le monde est un spécialiste du climat ou du nucléaire. Il y a des faits qui sont clairs. Le nucléaire n'est pas... Ne rejette pas de CO2, oui, vous dites ça, très bien, mais je lisais une enquête Ipsos il y a quelques mois qui disait que 80% des Français pensaient que l'impact du nucléaire sur le climat était plutôt négatif ou très négatif. Donc vous voyez, il y a tout un ensemble de données qui font que même si nous, ici, on est clair, c'est pas le cas. Et donc il va falloir partager avec les gens. Parce que de toute façon, la lutte contre le climat passera par du nucléaire. Je me suis penché notamment sur la question de la neutralité carbone à 2060 qui a été annoncée par le président Xi en Chine. La vision, c'est que... Triplement du parc nucléaire. Oui, c'est 30% à 2050, c'est 30% du mix énergétique qui est nucléaire, la moitié qui est renouvelable, et puis vous avez 25 à 30% qui seront encore des énergies fossiles. Donc, il ne pourra pas y avoir de mix énergétique qui nous permet de tenir Paris, le 1,5 peut-être et le 2 plus probablement, sans nucléaire. Tout ça pourquoi ? Parce que les énergies renouvelables sont intermittentes, qu'on n'a pas encore de batterie et qu'il va falloir s'y mettre très vite. Alors, et en même temps, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. En tout cas, dans la sphère politique, est-ce que, je reviens quand même rapidement sur ce... Est-ce que... Alors,
En Europe, on voit bien qu'il y a les affrontements à peu près proches comme en France, pas partout, parce qu'en Finlande, les écolos viennent de se convertir au nucléaire. J'ai lu ça la semaine dernière. En revanche, est-ce qu'il y a des débats? Alors, j'allais dire en Chine. En Chine, il n'y a pas tellement de débats sur les questions politiques, mais ailleurs, en Asie, aux États-Unis, John Kerry, c'est la gauche. Donc, en tout cas. Oui, mais ce que je vois aujourd'hui, alors, aux États-Unis, c'est un débat important parce que l'énergie fossile est quand même au cœur de leur modèle économique. Donc, la conversion de John Kerry est un élément important. Et il y a des débats aux États-Unis, même sur la question du réchauffement climatique et du dérèglement climatique. Je préfère utiliser le mot d'ailleurs dérèglement climatique que réchauffement climatique. Ça permet de justifier qu'il y ait des vagues de froid. C'est plus, voilà. Et ça a été fait, ça évite des commentaires un petit peu moins amènes. Donc, on le voit aux États-Unis, des débats sans fin dans lesquels les entreprises, de manière plus ou moins honnête, je dirais, peuvent essayer de faire du lobbying. Et puis, vous avez ce que l'on voit d'ailleurs, qui a été montré dans Netflix avec The Social Dilemma. Vous avez quand même toutes ces caisses de résonance où tout le monde part dans des thèses complotistes et juste renforcé dans son opinion. Donc, essayons de revenir sur des bases de faits pour nous en sortir, parce que c'est un challenge majeur qui va avoir des conséquences extraordinaires sur l'ensemble de nos sociétés. Virginie, un consensus est-il possible? C'est une question quasiment, avant tout politique, un domaine que vous connaissez un peu. Qu'est-ce qui vous paraîtrait possible en matière de consensus sur ces questions? Parce qu'on imagine bien qu'il faudrait quand même un consensus, alors peut-être pas 100%, mais en tout cas une majorité. Alors dans les sondages, une majorité de Français est plutôt pour le nucléaire. Matin, vous l'avez vu, un sondage publié par Odoxa qui dit que 59% des Français sont favorables au nucléaire, et je note que c'est en progression de 12 points en 30 mois. Donc on voit bien que sur cette question, comme le disait très bien François, il y a un besoin de pédagogie, parce qu'au fond, plus on creuse la question, plus on voit de la volatilité dans les intentions. Et heureusement, je dirais, 59% des Français y sont favorables. Pourquoi heureusement? Parce qu'on vient de se le dire. D'abord, c'est décarboné. Ensuite, c'est pas cher. Et dernière, c'est pas cher pour le parc installé. C'est pas cher pour le parc installé. Je rappelle qu'on a été précurseur. C'est une belle idée du général de Gaulle. On avait plus de 80% de notre énergie issue du nucléaire. On doit être à 70% aujourd'hui. Macron promettait de baisser à 50%, et là, on rentre dans ce fameux consensus dont vous parlez. Évidemment, c'est compliqué quand on voit que la politique politicienne prend le pas sur le factuel et sur, au fond, l'avenir de tout un pays. Moi, ça me navre qu'on puisse, à ce point-là, balayer, ou tenter de balayer notre énergie nucléaire au profit d'énergies renouvelables dont on voit très bien qu'elles ne permettent pas, tout simplement, concrètement, de réunir tous ces facteurs. En termes de sécurité, c'est pas moi qui le dis, c'est Bill Gates le 25 février dernier. Il disait le nucléaire va s'imposer pour deux raisons. D'abord parce qu'il est bas carboné, mais aussi parce que c'est une des énergies les plus sûres. Et en France, avec notre autorité indépendante de sûreté nucléaire, on est vraiment parmi les meilleurs dans le monde sur ce thème-là. Il y a vraiment qu'en France, que quand on est bon, quand ça marche, quand on a une perspective, quand on a réussi à avoir une vision industrielle pour notre pays, avoir une vision énergétique, ce qui est crucial pour l'avenir des habitants. Qu'on est à moindre coût, certes sur un parc installé, mais qui... eh bien là, on crée des débats incroyables avec cette fermeture de Fessenheim qui a quand même été un acte purement politicien, qui a été une façon pour François Hollande de s'allier le vote écologiste. Et je vous avoue, sans doute que je ne dois pas bien comprendre comment on peut être écolo et anti-nucléaire. Pour moi, c'est incompréhensible dans le thème. Ils disent pas que le nucléaire jette du CO2, en tout cas pas les écolos à peu près sérieux et politiques. Les écolos, ils sont partagés. Alors ils deviennent un peu partagés. C'est pour ça que j'évoquais la Finlande, où effectivement John Kerry il a fait sa conversion, les Finlandais ont fait sa conversion. Voilà. Est-ce que vous imaginez alors c'est la sécurité qui est mise en cause, et le coût maintenant qui est beaucoup mis en cause, le coût y compris du démantèlement, parce qu'effectivement les incertitudes sur le démantèlement des centrales
même dans 20 ans ou 30 ans, sur mais le coût du centrales à démantèlement. charbon qu'on a été obligé de réouvrir quand même, hein, et en plus où on est obligé d'importer le charbon d'Allemagne notamment, et l'électricité. Tous ces sujets sont des sujets de souveraineté nationale qui sont colossaux. J'espère que la campagne de 2017 ayant malheureusement tourné autour d'affaires, que la campagne de 2022, elle, va permettre d'aller dans le fond de ces dossiers-là, parce que c'est capital pour l'avenir de notre pays. Alors, le consensus, je ne crois plus au Père Noël depuis longtemps. Est-ce qu'il y a un consensus possible ? On voit bien que dans notre pays, on est capable de vraiment passer énormément de temps sur des différends, y compris sur des choses qui pourraient être de bon sens. Donc, je ne rêve pas un consensus, mais je reste convaincue, et la preuve, les écologistes, on va dire, de bon sens, ne sont pas totalement anti-nucléaires. Et donc, il faut qu'on aille vers cette vision qui est que pourquoi aller se tirer une balle dans le pied quand, une fois encore, la France... Regardez ce qui se passe dans le monde. Contrairement à ce qu'écrit Libé, oui, il y a 50 projets nucléaires partout, et des pays comme la Chine... Ça a baissé globalement dans la décennie 2010, et puis c'est reparti. Oui, voilà, pour les questions notamment climatiques. Regardez la Chine, qui est en train d'accélérer aussi sur ces sujets. Donc pourquoi, alors qu'on avait la vision, Après, c'est pas forcément un modèle, la Chine. Enfin, en tout cas, pas sur tous les modèles. C'est pas un modèle, mais c'est intéressant de voir que, les États-Unis aussi, c'est intéressant de voir que les grandes puissances, parce qu'en fait, il ne faut pas raisonner qu'en modèle, il faut raisonner en besoin. Les grandes puissances qui savent que l'enjeu énergétique va être crucial, quand on parle de la 5G, quand on parle de l'avenir de la numérisation, quand on parle de la digitalisation de notre économie, on sait que les besoins énergétiques vont être cruciaux. Et là, curieusement, en France, on est plutôt en train de revenir un peu à l'âge de pierre, mais à des vieux débats, des vieilles... C'est pas confiance non plus. Alors, je dirais qu'on revient moins en France probablement que dans d'autres pays, parce qu'il y a un pays qui, pour moi, est le comble de l'hypocrisie, qui est l'Allemagne. Oui. Qui est verte, etc., et qui a fermé ses centrales nucléaires pour aller utiliser des centrales charbon de Pologne, où le charbon est très sale. Donc, je pense que... À la suite de l'accident de Fukushima, d'ailleurs, une décision de Mme Merkel. 15%, effectivement. Donc là, l'Allemagne, c'est un bon exemple pour dire que c'est pire que nous, c'est vrai. Je pense que... Quand on se regarde... Oui, donc il faut regarder, on regarde, on doit comparer les autres, on compare un petit peu, finalement. Mais, et l'autre point que vous faisiez, qui est très important par rapport à la filière chinoise, parce que le coût va être critique. Or, la filière chinoise, ce qui fait que le coût baisse dans le nucléaire, c'est ce qu'on appelle l'effet de série. C'est-à-dire que plus vous en faites et plus vous faites le même, moins ça coûte cher. Comme une loi économique assez classique, mais qui trouve... Et qui explique l'envolée du prix du nucléaire en France sur les nouvelles opérations. Absolument, et puis les difficultés particulières de parce qu'on ne sait plus faire, les dernières ayant été faites au début des années 80. Donc ceux qui les ont construites sont partis à la retraite. Et en Chine, où ils font l'équivalent du parc nucléaire français tous les 3 ans, ils vont avoir en effet cet effet de série et donc vont pouvoir porter là où on en aura besoin pour les raisons de respect climatique, leur connaissance de la filière nucléaire. Donc il y a un impact industriel qui vient jouer, qui est aussi très important. Est-ce qu'il faut être optimiste au sens où il y a 10 ans, il n'y avait pas consensus sur le risque climatique. Aujourd'hui, sur le risque lui-même, j'ai l'impression qu'il y a globalement consensus, pardon. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer arriver à un consensus de ce type sur l'étape d'après, c'est-à-dire la façon de l'adresser en mauvais français Oui, mais quand on dit il y a consensus, il y a toujours consensus sur les principes. Mais moi, pour qu'il y ait consensus, je veux qu'on mette en face les compromis qu'il y a à faire. Si je veux plus d'électricité verte, je vais devoir payer un peu plus. Si je veux qu'il y ait De toute façon, il faut dire aux gens qu'on paiera l'énergie, l'électricité plus chère demain qu'aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé avec les gilets jaunes et autres. Donc je pense que la question de taxes ou la question est totalement mise sous le tapis et c'est ennuyeux. C'est là, je pense, que l'on a un vrai problème, c'est que on ne permet pas à nos concitoyens d'adresser de comprendre exactement ce qui se passe et de faire preuve de cette pédagogie pour eux. Mais c'est difficile et d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, le fait que l'on se retrouve avec ces médias, ces social media totalement entourés uniquement de gens qui pensent comme vous, nuit et rend très difficile cet effort pédagogique. Vous croyez plus qu'avant ? Il y avait déjà des oppositions quand même politiques. Il y avait des oppositions, mais aujourd'hui, il n'y a plus de dialogue.
C'est la différence. Virginie, non, je pense qu'il faut aussi se dire que pourquoi il y aurait consensus quand on ne pense pas la même chose. Je veux dire, le candidat Macron et le président Macron est quand même resté sur l'idée qu'il fallait baisser la part du nucléaire dans le mix énergétique à 50%. Ça qui était un engagement de son prédécesseur, en l'occurrence. Ça ne fait pas consensus. Et il faut le dire haut et fort, parce que faire consensus, ce serait bien à condition que... En même temps, il dit qu'il croit au nucléaire. Mais oui, mais c'est du en même temps. Donc ça, c'est du Emmanuel Macron. J'avance, je recule. Je promets, mais finalement, je reviens un peu en dessus. Mais... on verra ce que sera la prochaine campagne présidentielle, mais je pense qu'on ne peut pas faire consensus si on fait de la démagogie ou si on flatte certains électorats parce que l'écologie aujourd'hui est une écologie politique avec des électeurs derrière enfermés dans une forme de parti politique. Ils sont nés contre le nucléaire. Dans les années 80, on était écologistes, on était contre le nucléaire. Donc c'est difficile, c'est une mutation compliquée quand même. C'est une mutation compliquée, c'est pour ça que je salue les écologistes qui sont favorables au nucléaire, parce qu'il faut les encourager, et peut-être là, on pourrait trouver une forme de consensus. Mais sinon, je pense que c'est très difficile de rester dans cette espèce de bien-pensance où il faut dire que vive les énergies renouvelables, quand on parle de sûreté, désolé, mais le gaz naturel, le pétrole ou le charbon n'ont pas prouvé qu'ils étaient plus sûrs que ne l'est le nucléaire. Quand on parle de coûts, là aussi, quand on parle de pollution, on vient d'en parler longuement sur le charbon, c'est catastrophique. Donc là encore, le consensus me semblera assez difficile à trouver tant qu'on restera dans la démagogie et la politique politicienne. Si on regarde... En même temps, il y a quand même de temps en temps des accidents, très rarement, il n'y en a pas eu en France, en tout cas marginalement. Au Japon, il y a 10 ans, il n'y a pas eu de mort, mais il y a quand même une contamination, quand même des implications significatives qui alimentent le discours des antinucléaires, ce qu'on peut comprendre. Le vrai problème, c'est le jour où les Français auront une coupure d'électricité. Là aussi, vous verrez le sondage à 59% en faveur du nucléaire, peut-être qu'il passera à 80%. Parce qu'il ne faut jamais oublier que là, on n'a pas de sujet de stock, on a la capacité à ne pas être en rupture de fourniture d'électricité. Donc tous ces éléments mis bout à bout, moi il me semble que rationnellement, si on dépolitise le débat et si on essaye d'être le plus factuel possible, le nucléaire gagne largement la bataille. C'est pour ça que je suis un peu inquiète quand vous prenez, et j'adorerais qu'on ait un consensus, mais à condition que ce soit un consensus sur des bonnes bases saines, factuelles, pas sur de l'idéologie politicienne avec une déformation de la réalité. La réalité aujourd'hui, c'est que le nucléaire est moins cher, est plus sûr, est plus fiable, évite les ruptures de stockage. L'éolien, c'est sympathique, mais il n'y a pas toujours de vent. Le solaire, c'est sympathique. Alors, le solaire, c'est plus que sympathique. Je voudrais juste faire un point. Avec les évolutions technologiques, les brevets, le solaire va devenir l'énergie principale. Au niveau mondial. Long terme. Là, je parle au niveau mondial. À très long terme. Alors. À très long terme, on parle de 2040-2050. C'est pas très long. Non, dans 2040, c'est pas très long, ça me paraît. C'est pas, moi, je trouve que ça vient assez vite. Oui, 2040, c'est rapide. Oui. Donc, mais il y aura du solaire, l'éolien probablement un peu, mais beaucoup moins, du solaire qui jouera un rôle majeur et du nucléaire. Donc, vous aurez un tiers nucléaire, 40% de solaire et un peu du reste, et vous garderez vos 25% d'énergie fossile dont on a besoin. Mais le solaire... Y compris durablement, selon vous. Pardon ? Y compris durablement, c'est-à-dire que le soutien au nucléaire, il ne peut pas être présenté, ça pourrait être une hypothèse pour faire consensus, comme quelque chose de temporaire, le temps parce qu'effectivement aujourd'hui il n'y a probablement pas d'alternative, le temps d'inventer les batteries qui permettront de stocker l'éolien ou le solaire. Quand vous faites du nucléaire, vous faites une centrale pour 50-60 ans. Oui. Mais le solaire, si je puis me permettre, c'est 4 fois plus de CO2 au kilowattheure. Donc que le nucléaire, mais ça reste très faible par rapport aux fossiles. Ah mais on est d'accord, bien sûr. Le charbon, c'est 60 fois plus. Non, bien sûr. Et les coûts de construction sont inférieurs. Donc, mais comme toujours, il y a plusieurs paramètres. C'est pour ça le problème du solaire, c'est 80% fabriqué en Chine. C'est un problème industriel. On peut pas comparer. Oui, et puis alors ça, c'est un autre sujet, effectivement. Mais on ne peut pas comparer avec un seul critère. Bien sûr. Mais c'est quand même intéressant de le rappeler. C'est que quand même, aujourd'hui,
l'énergie, ce qui a le moins d'effet CO2 au kilowattheure, c'est de très loin le nucléaire. Mais reste un sujet majeur quand même pour l'avenir. Et je trouve que la France, une fois encore, a une position forte. On est leader. Enfin, quel est ce pays où on se tire des balles dans le pied dans ce qui marche? Attaquons-nous à tout ce qui ne marche pas plutôt qu'à ce qui marche bien. Et là, pour le coup, en termes d'énergie, de coûts énergétiques et de vision stratégique, on avait quand même un pays qui avait montré justement qui était plutôt en avance. Si on voit les autres pays qui s'y mettent, alors que nous, on avait de l'avance. Alors que là, maintenant, on recule. Moi, je préfère qu'on regarde devant que... Mais sur le climat de l'action, parce qu'on est très en retard. Si on veut la neutralité au global, tout le monde. Ah oui, d'accord. Je crois que... Tout le monde, pas nous. Enfin, je crois que vous parlez de la France. Dans le monde entier. Oui. Dans le monde entier. Et on n'est pas prêt à faire les concessions nécessaires face à ce risque qui, lui, est un risque majeur. Parce que le dérèglement climatique, l'effet, les ouragans et autres, on va en avoir de plus en plus. Et ça va avoir un impact sur les migrations. Donc, c'est quelque chose d'absolument fondamental qu'il faut adresser le plus vite possible. Et c'est maintenant. Parce que si on veut, comme je disais, être à horizon 2050-2060, il faut avoir réduit les émissions de 35% à horizon 2030. Et ça ne va pas se faire comme ça. Est-ce qu'il ne faut pas suivre toutes les bonnes filières? Je voudrais vous faire, pour terminer, vous faire commenter la conclusion de l'éditorial des concerts des Échos aujourd'hui. Même si le plan de relance européen a une forte composante verte, il faut à la fois, au minimum, financer la prolongation de la durée de vie des centrales à 60 ans, miser sur l'hydrogène vert, construire les champs d'éoliennes offshore en panne. Là, pour le coup, c'est la France qui est particulièrement en retard, en panne depuis des années au large de la Normandie. Le tout en évitant de procrastiner, comme ça a été fait sur le solaire, l'éolien terrestre et même les politiques d'économie d'énergie, comme dans le secteur du logement, c'est-à-dire une politique en tout cas tout ce qui n'est pas de toute façon, il va falloir, c'est une coordination majeure. Il faut modifier l'agriculture, il va falloir modifier les industries, la construction, tout, l'énergie, la manière dont on se déplace et autres. Tous les véhicules vont devenir verts. Il faudra qu'il y ait des pompes, non pas à essence, mais des pompes à hydrogène ou des pompes pour se recharger. Donc c'est une construction, c'est un investissement majeur, mais c'est aussi une opportunité pour ceux qui vont savoir les saisir et investir suffisamment. Le nucléaire, c'est quand même la troisième industrie en France, après l'aéronautique et l'automobile. Il faut regarder, vous parliez du plan de relance. Sur les 100 milliards, il n'y a que 470 millions consacrés au nucléaire. C'est vraiment le parent pauvre du plan de relance. Et ça, je trouve en tant que tel... Dans le cadre du plan de relance, il y a par ailleurs un budget nucléaire en France. Là, vous venez de nous citer le plan de relance européen, donc je rebondissais sur le plan de relance. Rien que le coût de Flamanville, c'est des dizaines de milliards. Bien sûr, mais le plan de relance actuel, là, dont on parle, c'est quand même étonnant de voir que, justement, c'est que 470 millions pour la troisième industrie française. Donc moi, ça m'alerte parce que je crains que, malheureusement, on soit là encore un peu trop dans l'idéologie et pas assez dans le pragmatisme, parce que qui dit troisième industrie française dit énormément d'emplois dans cette filière et elle méritait, à mon avis, autant d'avoir un coup de boost du plan de relance. Voilà. Et à propos de tabou du nucléaire, rappelons qu'il n'y a pas un mot sur le nucléaire dans le projet de loi climat qui est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale. Restez avec nous, on marque une très courte pause. On se retrouve dans un instant. On va tenter de parler de l'emploi de demain, les emplois de demain. Les emplois de demain. Retour dans l'AIT Smart. Merci de rester avec nous pour cette deuxième partie de l'émission. Nous allons intéresser aux emplois de demain. Où sont vraiment les emplois de demain? C'est le thème. Il s'était écrit la question. Voilà, elle est écrite en bas de votre écran. Pourquoi? Aujourd'hui, ce matin, en lisant les journaux, il y avait plusieurs papiers qui rendaient compte d'une note du comité Colbert présentée hier donc aux journalistes. Le comité Colbert, c'est une association qui regroupe les industriels du luxe dans notre pays. Voilà, au hasard, le compte rendu du Figaro. Le luxe continue d'ouvrir des ateliers de production en France. Malgré la crise, 9 sites devraient voir le jour dans les 2 ans, depuis 2015, dans ce secteur, dans cet univers du luxe. A raconté hier le comité Colbert. 3500 emplois ont été créés. Au total, 20 sites ont été ouverts depuis 2015 en France. On parle d'ateliers de production, c'est à mi-chemin entre l'artisanat et l'industrie, par définition, puisqu'on parle de maroquinerie notamment de fabrication de parfums. 3500 emplois depuis 2015, c'est super, en 5 ans. En même temps, c'est pas ça qui va régler le problème de l'emploi en France. Virginie, je le disais en introduction, vous avez créé une école pour les métiers de demain qui s'appelle Futurae. Alors,
est-ce que les métiers de demain et les emplois de demain, c'est la même chose au sens, en termes de volume? On imagine que quand vous parlez de métiers de demain, c'est les nouveaux métiers, j'imagine avec pas mal de technologies. Est-ce que c'est là où il y a est-ce que forcément le volume, il est dans les nouveaux métiers, ou est-ce que le volume dans l'emploi de demain, il n'est pas, si j'étais plus cynique, dans les livreurs Deliveroo ou dans les manutentionnaires Amazon? Alors déjà, il y a de nombreuses études qui expliquent que 85% des métiers que les écoliers d'aujourd'hui exerceront en 2030 n'existent pas. Ouais. Donc, ça, j'y crois pas, mais je sais que les études existent. Toutes ces études existent et je pense que, même si personne n'est là pour savoir si précisément le chiffre est le bon, la tendance, en revanche, il y a des nouveaux métiers. Quelque chose. C'est qu'au fond, on voit bien qu'il y aura une obsolescence plus grande des métiers, que nos jeunes vont avoir plusieurs vies, plusieurs métiers et devoir sans arrêt apprendre à apprendre, et que bien évidemment tout ça s'inscrit dans la digitalisation des entreprises. Ce qui est intéressant, c'est de voir d'autres études. Eurostat en avait publié une qui disait qu'il y aurait 15 millions d'emplois, donc on est un petit peu dans une autre zone que le comité Colbert, que je salue, et je suis très fière que le luxe français se porte bien, mais 15 millions d'emplois créés à horizon 2025 liés à la digitalisation des entreprises. Là encore, ce qui est très intéressant, parce que souvent, on a tendance à penser que les métiers de demain, c'est les métiers du digital, mais comme si le digital était un secteur d'activité à part entière. Ça, c'est une erreur absurde. D'ailleurs, quand on parle de développement durable, c'est exactement la même chose. Je veux dire, aujourd'hui, un chef d'entreprise, il doit intégrer des notions de RSE, quelle que soit son activité. Le digital, c'est exactement la même chose. C'est un moyen, c'est un soutien, c'est un support, c'est une nouvelle technologie au service de tous les secteurs d'activité. Et un agriculteur... Y compris le luxe d'ailleurs, qui vend aussi ses produits par les plateformes numériques. Et le marketing digital, qui va devenir en fait le marketing tel qu'on le connaît, ne peut pas être autre que du marketing digital. Donc on voit que cette numérisation, cette transformation nécessaire de l'économie avec les outils digitaux va créer beaucoup d'emplois. Il y aura aussi, corrélativement, la destruction. Dans cette même étude Eurostat, on parle de 6 millions d'emplois détruits. Donc, un solde positif, c'est quand même ça qui est intéressant. Si je reviens au grand principe... c'est très positif. Moins 6 plus 15, on achète. 9 millions d'emplois à horizon 2025, oui, on achète et ça nous rassure. Derrière tout ça, évidemment, on a une foultitude de cas particuliers et de métiers extrêmement différents. Mais dans les 6 millions qui seraient détruits, c'est justement les métiers, on va dire, à moindre valeur ajoutée. Donc quand votre question un peu provocatrice sur beaucoup de Deliveroo et moins... c'est pas forcément ça. Quand on regarde les métiers qui sont le plus en pointe aujourd'hui ou le plus demandés par les entreprises ou qui pour nous sont les métiers de demain, et Futurae tente de former cette nouvelle génération à ces métiers-là, c'est par exemple les data scientists. C'est aujourd'hui tout ce qui touche à l'utilisation de la data, le growth hacking management, tous ces métiers de la créativité et qui s'appliquent à la façon de booster son chiffre d'affaires pour une entreprise. C'est ça les métiers de demain. C'est comment on va utiliser les outils technologiques, comment on va utiliser beaucoup de données qui vont être à la portée de ces entreprises pour maximiser leur performance et notamment leur vente. Le luxe en étant un très bon secteur parmi d'autres. Je voulais réagir à ce que vous disiez qui me paraît très important sur l'aspect destruction créatrice jupitérienne, donc des emplois qui sont détruits, d'autres qui sont créés. C'est super, il y en a davantage. Mais ce dont il faut que nous nous rendions compte, ce n'est pas parce que des emplois sont détruits quelque part qu'ils vont être créés au même endroit. C'est ma question suivante. Écoutez, comme quoi... Et ça, c'est un point qui est absolument critique. Quand aujourd'hui, je vois l'effondrement du niveau en mathématiques de nos écoliers, quand je vois la manière dont on prépare les jeunes à entrer dans le marché du travail, et dont je loue ce que vous faites, pour être franc, on est à côté de la plaque. Parce qu'à ce rythme-ci, les jobs seront créés ailleurs. Ils seront créés aux États-Unis, ils seront créés en Chine. Et j'ai fait une étude avec le MIT, donc le BCG Anderson Institute a fait une étude avec le MIT justement sur ce sujet, où on voit notamment que les Chinois adoptent beaucoup plus les nouvelles technologies, adoptent beaucoup plus l'intelligence artificielle
que les entreprises chinoises l'adoptent davantage que leurs homologues occidentales, y compris leurs homologues américaines. Or, ce qui va se passer, c'est que ce sont ces entreprises-ci qui vont devenir plus compétitives et qui vont être capables à terme justement de créer des emplois et de gagner des parts de marché dans le reste du monde. Donc c'est là où on risque de se retrouver dans une position de moindre souveraineté et de moindre compétitivité de nos entreprises et de nos groupes. Et ça, je pense que c'est un sujet qui est absolument critique. Et vous parliez de campagnes électorales qui, à mon sens, devraient être au cœur de la campagne pour l'élection présidentielle de 2022. Et j'avoue, à ce stade, ne pas trop en entendre parler. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de création d'emplois en masse demain, hors de métiers, non pas dans le secteur de la technologie, mais à dimension technologique pour la numérisation des entreprises, etc. Ce qui est sympathique, de notable dans ce que a présenté le comité Colbert hier, c'est que précisément, c'est pas des data scientists qui fabriquent des sacs à main. Je suis d'accord, mais il en faut aussi. On parlait de Schumpeter, là, le comité Colbert nous parle de Ricardo, l'économiste. C'est-à-dire notre spécialisation. Pour entrer dans le commerce industriel, c'est là où on a un avantage concurrentiel. C'est bien d'avoir cet avantage concurrentiel, j'en suis très fier. Quand je vivais à l'étranger, j'ai adoré parler du luxe français, mais je pense qu'il faudrait avoir aussi d'autres endroits dans lesquels on aurait un avantage concurrentiel. Et si on pouvait l'avoir dans le domaine technologique, on a la French Tech qui fait des choses, mais il faut passer à la vitesse ultra supérieure. Et l'Observatoire des métiers du futur nous a indiqué, là, dans une étude publiée fin 2020, que 49% des dirigeants considèrent aujourd'hui qu'ils n'ont pas dans leur entreprise les compétences nécessaires à cette évolution dont nous venons de parler. Ça, c'est très important. Ça peut être pris négativement, mais ça peut être aussi une source incroyable d'optimisme pour nos jeunes. Et c'est pour ça que je me bats sur la formation des jeunes. Parce que si on flèche bien les jeunes vers ces métiers-là, vers ces compétences-là que les entreprises attendent, elles sont prêtes à les recruter. Je mets le Covid à part, qui est quand même une période particulièrement complexe pour l'embauche des jeunes. Mais c'est vers ces métiers-là qu'il faut se tourner parce qu'il y a des débouchés et parce que, au fond, si on devait être négatif, ce serait de se dire « Oula, il y a une génération qui va souffrir ». Mais nos jeunes, au contraire, eux, s'ils sont bien formés à ces métiers et à ces compétences attendues, ils vont avoir les débouchés. Et chez Futurae, on va former nos jeunes, mais on va aussi travailler à la reconversion et à la remise à niveau de gens beaucoup plus âgés parce qu'on voit qu'on peut vite décrocher parce que le monde évolue très vite. Cet appétit des entreprises pour passer le cap, parce qu'elles savent que c'est leur survie de toute façon. Donc de cette digitalisation, ils vont aller chercher des compétences, ils vont aller chercher surtout des jeunes, des compétences jeunes et il ne faut pas qu'on laisse sur le bord du chemin et que cette destruction créatrice schumpeterienne soit aussi un problème de clivage d'âge et que du coup ce soit les gens beaucoup plus mûrs dans leur carrière professionnelle qui soit un peu poussé dehors. Donc on a besoin, et c'est un peu le sens de ce qu'on veut développer, c'est d'apprendre à apprendre en permanence, de comprendre qu'il y a une obsolescence de plus en plus rapide de ses propres connaissances et donc il y a un besoin de remise à niveau permanent. Et il va vraiment falloir miser sur la formation et sur la remise à niveau du management aujourd'hui dans les grands groupes notamment. Vous avez un management qui a une certaine seniorité et qui embauche des jeunes qui vont être formés justement à cette agilité et à ces métiers de demain. Et là, on peut avoir un hiatus qui se crée, d'où l'importance, je prêche pour ma paroisse bien sûr Guillaume, mais plus généralement, c'est pour ça que je l'ai fait, c'est que je pense que la formation est au cœur de l'avenir de notre pays. Et que si on laisse de côté ces sujets-là, on va une fois encore rater un train décisif alors que la France a une fois encore tous les atouts entre les mains. Alors, je vais me faire encore une fois l'avocat du diable, mais on parle globalement, quand vous parlez des jeunes, on parle de l'enseignement supérieur, on parle effectivement de jeunes diplômés, etc. Historiquement, c'est pas là où il y a forcément le plus de volume d'emploi. Si on regarde, on fait une photographie de l'emploi en France, comme dans n'importe quel pays, d'ailleurs, c'est pas spécifique à la France. J'ai encore comparé ces 3500 machins. C'est Just Eat qui a annoncé qu'il créait 4500 CDI. Alors, c'est du transfert, c'est des gens qui sont déjà embauchés, mais comme ça veut dire qu'ils ont déjà... Alors, c'est pas des plein temps, parce que c'est des emplois après de complément, parfois souvent, mais donc dans l'univers du service à moindre valeur ajoutée que des diplômés de l'enseignement supérieur, on a des volumes d'emplois qui ne sont-ils pas justement considérables. Je pense, si je puis me permettre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que
la dimension technologique ne sera pas réservée aux emplois supérieurs. D'accord. Donc, il va falloir justement que l'ensemble des emplois vont avoir une connotation technologique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comme vous le disiez très bien... D'où l'importance des sciences, hein, d'où l'importance des sciences que j'évoquais. Le deuxième point, et là où vous aviez raison, c'est qu'il va falloir apprendre tout au long de la vie. Et donc, ça va changer la manière dont les entreprises doivent réfléchir à leur formation. Donc, elles vont devoir faire leurs universités ou elles vont devoir travailler avec d'autres entreprises pour justement avoir cette université. Et ça fait évoluer aussi le rôle du gouvernement, enfin de l'État par rapport à ces entreprises. La manière classique, c'était OK, je vous forme une force de travail, vous l'employez et vous la payez, et puis tout le monde est content. Tandis que maintenant, ce sont les entreprises qui vont devoir développer les compétences dont elles vont avoir besoin. Et là, on entre dans une toute autre dimension. Et pour rebondir quand même sur ces emplois dont vous parlez, il faut aussi penser à nos jeunes qui ont un problème de financement, de précarité. Et ces emplois, ça peut être des compléments qui leur permettent justement de... Bien sûr, non, mais encore une fois, je n'avais pas de jugement de valeur. Pour aller vers d'autres emplois demain. Donc, il faut que ça s'additionne en fait au lieu de s'opposer. Ce qui est intéressant, c'est de dire que probablement ce sont les métiers les plus redondants qui vont être les métiers qui vont disparaître, qu'on a beaucoup de métiers automatisables en France, on parle de 60%, c'est énorme. Et donc il faut vraiment travailler à cette reconversion évidente et nécessaire. Et une fois encore, n'attendons pas l'obstacle pour se préparer à ce qui arrive, parce qu'on le sait. On peut se demander si 85% ou plus ou moins de métiers inconnus à ce jour. Mais ce dont on est sûr, c'est que ça arrive. Donc préparons-nous. Et je trouve quand même, je rejoins François, qu'on n'a pas ces sujets-là dans le débat politique. J'espère une fois encore que les échéances électorales futures vont rebooster un peu le débat. En général, il y a un thème dans une campagne, il n'y en a pas deux. Donc je ne sais pas si on pourra faire et le nucléaire et les emplois de demain pour la campagne, mais pourtant, pour la campagne Guillaume, 2022. et c'est pour ça que vous les avez choisis, ce sont deux sujets cruciaux. Évidemment, vous avez même parmi les plus prioritaires pour l'avenir de notre nation. Vous avez un rôle éminent aussi, je crois, au sein du groupe WeCare, qui est le leader français des services qu'on connaît par la marque O2, services à domicile. Donc là, effectivement, on a un tout autre type d'emploi, mais c'est massif, là, pour le coup, 18 000 les emplois. Voilà. Le groupe WeCare, très féminin. Et effectivement, là, on est dans un autre type Là, on n'est pas dans les métiers du numérique. Pas du tout. On est Justement. dans le service à la personne. Mais un groupe comme WeCare, il a aussi sa révolution digitale. C'est ça qui est intéressant. Et sa formation importante. Et beaucoup de formations internes, énormément, à ces métiers de service qui s'adressent au grand public pour le ménage, leur passage ou les travaux de jardinage, mais qui s'adressent aussi aux personnes âgées ou aux personnes handicapées. Donc c'est aussi très pourvoyeur d'emplois. C'est un des premiers recruteurs en France aujourd'hui, ce groupe WeCare. Donc vous avez raison de le souligner. Tous les emplois ne seront pas concentrés, et heureusement d'ailleurs, dans une seule branche d'activité. En revanche, on voit bien qu'il y a quand même des compétences à acquérir et il y a aussi des métiers de service qui, eux, vont continuer en espérant que le tourisme ne sera pas totalement à l'arrêt et qu'il va vite revenir parce que n'oublions pas, on parle beaucoup de ces métiers, mais l'hôtellerie, la restauration, tous les métiers de service à la personne dont on vient de parler sont aussi extrêmement pourvoyeurs d'emplois. Mais pour le coup, ce n'est pas des métiers ou des emplois non délocalisables. C'est important par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure. Ce n'est pas parce que les emplois sont détruits ici qu'ils vont pas être créés là, et le là peut être à l'autre bout de la planète. Aussi, c'est que les entreprises vont évoluer de manière phénoménale. En Chine, donc, où j'ai vécu dernièrement, pendant de nombreuses années, je vois des entreprises qui deviennent des entreprises que l'on peut qualifier d'autonomes. C'est-à-dire que tout est automatisé. Allez sur le port de Shanghai, vous avez des mines qui sont automatisées. Vous avez donc, elles sont gérées. Il y a même un restaurant, il y a eu un reportage l'autre jour à la télévision, le premier restaurant totalement robotisé, là on commande. Mais ça, je dirais, c'est un peu anecdotique. C'est gadget, mais ça montre bien que. En même temps, c'était typiquement le type d'emploi de service non délocalisable dont on pensait le serveur, le cuisinier. Le monde du travail va énormément évolué. Et je pense qu'il faut y préparer notre pays et les mois qui viennent seront critiques là-dessus. Voilà, écoutez, en tout cas, on en reste là, pas dans l'émission, on va poursuivre l'émission, c'est l'after, on va évoquer deux sujets, on va revenir des thématiques du moment avec les questions notamment de vaccination et de passe sanitaire. C'est l'after.
Allez, je le disais, 2 actualités sanitaires pour terminer l'émission. On ne peut pas faire une émission depuis à peu près un an sans parler de sanitaire, évidemment. Air France a informé la compagnie aérienne lançait l'expérimentation de son pass sanitaire numérique. Alors, ça a été annoncé, donc ce lancement ce jeudi, pour les voyageurs sur les liaisons au départ de Paris vers les Antilles. Encore une fois, c'est un test. Alors, ce n'est pas un passeport, c'est un pass sanitaire. Ce n'est pas que le vaccin, c'est le vaccin et ou le test. Commentaire du président du MEDEF c'est le monde d'avec qui s'organise, monde d'avec entre guillemets, sous-entendu le monde qui vit avec le Covid et non pas le monde qui attend qu'il n'y ait plus de Covid du tout pour se rouvrir. Beaucoup de débats sur le passeport, le pass sanitaire, etc. Est-ce que c'est le moyen de rouvrir les restaurants, les lieux de culture? Un sentiment, un regard là-dessus. Virginie, il nous faut un pass sanitaire comme en Israël où voilà, il faut montrer son patte blanche sur son smartphone pour aller déjeuner au restaurant. C'est en fait pour faciliter l'accès aux avions en ayant numérisé notamment son test fait en laboratoire ou présenter sa vaccination. Moi, j'ajouterais, parce que c'est le cas de plein de gens, on pourrait avoir la sérologie avec les anticorps qui sont encore là si vous avez eu le Covid il n'y a pas très longtemps. Vous n'avez besoin ni d'être vacciné, ni d'avoir... vous n'êtes pas... vous êtes vacciné naturellement par le fait de la... Normalement. Mais tout ça pour dire que c'est fait pour fluidifier, pour faire redémarrer les lignes aériennes. Donc moi, j'y suis favorable à partir du moment où c'est une accélération d'un process en disant, OK, toutes ces personnes-là passent et ça va beaucoup plus vite. C'est pas du tout la même chose qu'un passeport sanitaire qui freinerait, au contraire, qui serait encore une contrainte supplémentaire à la vie. Là, c'est plutôt pour comment on repart et on repart le plus efficacement possible, puisqu'aujourd'hui, vous le savez, les tests sont obligatoires. Et donc là, c'est de dire simplement, on numérise la chose, parce qu'on est au 21e siècle. Mais pourquoi le passeport, il freinerait Parce qu'il n'y a pas assez de vaccinés encore Oui, c'est-à-dire que pour le coup, c'est compliqué d'être coercitif quand on n'est pas capable de vacciner. Et moi, ce qui me choque... Même aujourd'hui, on est coercitif, on n'a pas le droit d'aller au restaurant. Est-ce qu'il vaut mieux attendre que les gens soient vaccinés ou d'autoriser les restaurants pour ceux qui le font déjà? Il y a quand même 2 millions de personnes. La fermeture des restaurants, parce que moi, personnellement, il y a beaucoup de mesures que je ne comprends toujours pas et où je doute encore beaucoup. D'accord, on ne va pas partir là-dessus. Mais néanmoins, je reste atterrée qu'aujourd'hui, on soit aussi en retard sur la vaccination et notamment, moi, ce qui me choque le plus, indépendamment de tous les débats, c'est que les gens qui voulaient se faire vacciner n'aient pas pu se faire vacciner. Je veux dire, en 2009, moi, je me rappelle très bien de H1N1. Mon fils est né en 2009, ma fille était née en 2006. Le pédiatre m'a vraiment recommandé d'aller les faire vacciner. Ça a été simple comme bonjour, j'ai pris mes enfants sous le bras et parce que personne n'y allait, puisque c'est de fait les vaccinodromes étaient vides. Mais alors d'abord, c'était pas tout à fait vrai, parce que moi je me rappelle avoir quand même attendu. Il y avait une petite queue, mais il y avait ces fameux vaccinodromes qui existaient et ceux qui voulaient y aller le pouvaient. Alors que là, on a fait une usine à gaz à la française, très technocratique. On est en train de faire des vaccinodromes. On veut vacciner. Avec 2 mois de retard. Voilà, mais c'est dommage. Alors que, et là encore, moi j'ai envie de dire, mais où est l'effet d'expérience? Pourquoi l'administration, les politiques changent, mais l'administration, elle a quand même, j'espère, un peu les archives de ce qui s'est fait. Enfin, il y a eu un plan de vaccination. Oui, puis les politiques ne changent pas tant que ça non plus. Non, mais admettons, c'est pas le même ministre de la Santé, etc., mais il a le droit de s'interroger quand même comment ça s'est passé en 2009 et tirons les enseignements de ce qui a été positif ou négatif. Moi, je le redis en tant que maman, j'ai trouvé les vaccinodromes, en tout cas en région parisienne, c'était d'une simplicité. Oui, mais en fait, les vaccinodromes ont été disqualifiés à tort parce que les gens n'y étaient pas allés globalement. Parce qu'il n'y avait pas de maladie. Je sais bien. Voilà, pas parce qu'il y avait un vaccinodrome, c'est-à-dire que comme toujours, on fait une erreur d'analyse. C'est pas à cause du vaccinodrome que les gens n'y sont pas allés. Et là, cette fois, moi, je regarde comme vous les sondages. Quand on avait massivement des gens qui voulaient se faire vacciner, là encore, pourquoi on n'a pas dit on commence par ceux qui veulent, plutôt qu'aller chercher le consentement de personnes qui sont malheureusement plus en état dans des EHPAD de donner leur propre consentement. Moi, je trouve que parfois, quand même, on marche à l'envers. Donc, essayons de remarcher à l'endroit et que toutes les bonnes initiatives qui permettent le redémarrage de l'économie se mettent en œuvre. Moi, je salue le pass sanitaire, bonne idée. Le pass sanitaire, en tout cas, on voit bien les différences culturelles, puisque de toute façon, ce sont des choses qui existent en Asie de manière assez... Oui, c'est pour ça c'est clair. Et j'ai été interloqué par le ministre
qui a dit justement, mais attendez, ce n'est rien, c'est pas important, ça n'a rien à voir, on ne viendra pas pour les restaurants ou autres, on ne vous serait pas obligé de les avoir. Demandons aussi aux restaurateurs ce qu'ils en pensent et est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux qu'ils soient ouverts avec des gens qui auraient un pass sanitaire? Alors, on va rester sur le sanitaire. On va terminer avec les vaccins. Le Danemark, puis la Norvège ont annoncé suspendre l'utilisation du vaccin AstraZeneca pour étudier un ou deux cas problématiques de caillots sanguins. Le gouvernement britannique, lui, a défendu son vaccin en disant qu'il était sûr et efficace et qu'il est assuré qu'il resterait utilisé au Royaume-Uni. Le AstraZeneca en France, il avait déjà un peu une moins bonne réputation, entre guillemets, parce qu'il avait été interdit aux plus de 65 ans dans un premier temps. Ça a été autorisé depuis la semaine dernière seulement. Deuxième, entre guillemets, problème de réputation. Ça vous inquiète? En même temps, bonne nouvelle, le régulateur européen donne son feu vert aujourd'hui au vaccin de Johnson & Johnson. C'est Janssen en Europe, c'est la même entreprise qui a un nom différent. Vous retenez quoi, la bonne nouvelle ou la nouvelle inquiétante? Alors, écoutez, moi je ne dirais pas, d'abord je ne suis pas autorisé, je ne me considère pas autorisé pour pouvoir porter un jeu, mais la perception que j'ai, c'est justement le fait par rapport aux Norvégiens, aux Danois, de cette notion de zéro défaut que l'on veut absolument avoir aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où l'humain a aussi des défauts. Donc là, en effet, il y a peut-être 2 cas et il faut peut-être arrêter. Non, je ne porte pas le jugement. Mais pourquoi est-on toujours aussi peureux face à l'incertitude? Et je crois que c'est quelque chose, c'est un sujet qui est spécifiquement européen et qui aujourd'hui nous handicape dans bien des domaines. Donc, principe de précaution peut-être, mais pas uniquement. Essayons de voir un petit peu plus loin parce que, en effet, il y a peut-être des problèmes avec ces caillots, mais parce qu'on l'arrête, il y a peut-être d'autres personnes qui, elles, vont mourir aussi. Oui, alors, ce qui est vrai, c'est que ce vaccin est utilisé dans des dizaines de pays. On ne les verra pas. Ouais. Celles-ci, elles ne le seront pas. Elles seront mortes avant les autres. Virginie, une réaction entre le 4e vaccin autorisé? Tant mieux pour Johnson & Johnson. Moi, je suis une optimiste de nature et je me dis que voilà, on va peut-être enfin un peu voir le bout du tunnel. Accélérons. Et si l'enseignement pouvait être que notre technocratie bruxelloise a absolument besoin d'apprendre l'urgence, la réactivité face à des problématiques de cet ordre, parce qu'on est quand même encore beaucoup trop lent par rapport... Vous vous rendez compte, il y a encore des tests qu'on ne peut pas faire en France, alors que partout dans le monde, on peut s'auto-tester. C'est incompréhensible, une fois encore. Enfin, moi, je le dis en tant que citoyenne, il y a des choses qu'on ne comprend pas, et c'est la colère qui monte de se dire, mais comment on peut raisonner aussi mal ou être autant en décalage par rapport au reste du monde? Vous disiez trop de précautions, Virginie dit lenteur. Ce que je veux dire, moi, l'autre point, alors en effet, l'administration est lente. Moi, ce qui m'ennuie davantage, c'est qu'on n'est pas... vous parliez de Johnson & Johnson, ok, Janssen en Europe, mais c'est pas le même. Vous parlez... on n'a pas fait de vaccin en Europe. Donc la question que je me pose davantage, c'est en fait, mais qu'est-ce que l'Europe a apporté? AstraZeneca, c'est les Anglo-Suédois, pour moi, c'est les Européens. D'accord, c'est la Grande-Bretagne. Au sens large. Mais qu'est-ce qu'on a fait? En fait, qu'est-ce qu'on apporte au monde aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a apporté depuis 20 ans? Alors peut-être la RGPD, même si de mon côté... Voilà, qu'est-ce que l'Europe apporte au monde? on a 30 secondes, on ne va pas avoir le temps là. Mais... ce sera peut-être notre sujet. Je le note pour quand vous reviendrez vous voir. Merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à vous de nous avoir regardé jusqu'au bout. Très bonne soirée, très bonne nuit. On se retrouve demain à la même heure.